Mes chers amis, bonjour. Alors, je suis aujourd'hui en compagnie de Cathy Labarre, qui est auteure, conférencière, dirigeante de la société d'ingénierie de formation VECMA et qui est spécialiste de l'humain. Voilà, enfin, après, son cursus est assez large. Voilà, ce sera un peu long de le détailler puisque tu fais aussi de la sociologie, socio-analyse. C'est ça? Oui, tout ce qui touche les sciences sociales du comportement humain. Voilà. Donc, nous sommes aujourd'hui ici pour parler des changements de paradigme. Alors, voilà, un grand sujet, très intéressant d'ailleurs, passionnant même. Cathy, qu'est-ce que déjà un paradigme? Alors, je vais essayer de faire très très simple. Il faut savoir que depuis un siècle à 3 siècles, le monde tourne autour de certaines idées, autour de certaines représentations qui nous ont amené à avoir un certain modèle de fonctionnement. Et aujourd'hui, tous ces modèles, toutes ces représentations, toutes ces idées qu'on se faisait sur l'éducation, sur la façon qu'on avait des rapports humains, sur la façon dont on menait des affaires, sur la façon dont on gérait l'environnement, tout ça aujourd'hui ne tient plus, ne peut plus fonctionner de la même manière. Sauf qu'on n'a pas encore découvert de quelle manière on peut modifier cela. Donc là, on n'est plus du tout en capacité de s'appuyer sur ces anciens modèles, sur ces anciennes représentations. Et quand on ne sait plus du tout, et qu'on n'a plus aucune référence dans le passé pour s'appuyer dessus, on peut parler de mutation. Et les mutations, ça a aussi un autre nom par rapport à aujourd'hui et la société dans laquelle on vit et dans les sciences sociales, c'est des changements de paradigmes mondiaux. D'accord. Alors, Cathy, déjà la question que peuvent se poser les auditeurs, c'est qu'est-ce qui a induit en fait ces changements, ces mutations? Quelle est l'origine? Ça vient d'où? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a aussi une histoire par rapport au post-industriel qui avait déjà commencé énormément au niveau de la société. On a bâti beaucoup de modèles là-dessus. On a bâti un modèle de consommation. Aujourd'hui, on a un modèle de surconsommation. Et ce qu'on n'a pas suffisamment anticipé, c'est tous les aspects de l'environnement et comment la mondialisation et l'ouverture de cette mondialisation allaient venir impacter complètement tous nos modèles économiques, environnementaux, nos rapports humains et tout ce qui est en train de vivre. On est aussi sur une Europe vieillissante et ça va impacter complètement le devenir aujourd'hui. Donc toute cette mondialisation, tout ce qui est en train de se passer sur cette Europe vieillissante et l'environnement de notre planète va complètement, j'ai envie de dire, révolutionner tout ce qu'on sait aujourd'hui de la place de l'humain et de la place de la technologie dans notre quotidien. Alors justement, quelle est donc la place de l'humain dans ce changement? Alors c'est une question, j'ai envie de dire, très délicate. Je vais essayer d'y répondre uniquement sur certains aspects parce que je crois qu'on pourra en débattre toute la journée et pendant des heures. Alors, on a plusieurs courants de pensée. Pourquoi? Parce qu'on est rentré dans le monde de la digitalisation, que ça soit de nos organisations, que ça soit notre jeunesse en devenir, qui eux-mêmes ont déjà intégré ces changements de paradigme, parce que je pense qu'ils vont contribuer. Et entre parenthèses, on ne prend pas suffisamment compte du sens que nos jeunes veulent donner à l'avenir, parce que dans ce changement de paradigme, veulent trouver du sens et pas uniquement la valeur travail qu'on a pu nous inculquer, nous, dans nos modèles. Et je crois que la place de l'humain, donc comme je disais, va y avoir deux courants. Alors, il y en a plus, mais je vais synthétiser à deux. On a les personnes qui vont accepter, j'ai envie de dire, aussi difficile soit-il, de se remettre en question, de modifier l'état d'esprit qui nous anime et qui nous caractérise, mais qui a quand même été formaté par l'éducation nationale depuis plus de 3 siècles. Ça, c'est aussi incontournable à dire. Et puis, on a les gens qui, à un moment donné, ont déjà commencé à accepter de se remettre en question, de revisiter leur façon de procéder dans leur quotidien, dans leur famille, dans leur travail, au niveau effectivement de leur propre consommation. Et ceux-là vont être un peu moins, je dirais, abîmés parce qu'ils ont déjà développé ou ils ont naturellement une flexibilité comportementale et une ouverture sur le monde de beaucoup plus grand. Mais on sait aujourd'hui que toutes les personnes qui refusent de se remettre en question, que ce soit nos organisations, je vais parler de la TPE, à la PME, à nos commerces, nos artisans, y compris nos PMI qui sont déjà quand même un peu plus ouvertes, et à nos citoyens et à nos
personnes, en termes de particuliers qui refusent de voir qu'on ne peut plus fonctionner de la même manière, je crains que cela puisse souffrir. Et je crois qu'on va développer, effectivement, si on n'intègre pas ce qui est en train de se passer, comme dirait mon ami Johnston, le plus grand prospectiviste d'Europe, essayiste, qu'on est en train de vivre un tsunami et que les gens qui ne font qu'observer le tsunami vont être entraînés dans la vague. Je crois qu'à un moment donné, ceux qui ne sont pas en capacité de se remettre en question et qui vous disent avec une certaine mélancolie, on fonctionne comme ça depuis 20 ans, 30 ans, et qui n'arrivent pas à déplacer leur représentation, je pense que ceux-là sont amenés à souffrir, peu importe dans quel aspect de leur vie. Par contre, ceux qui vont un peu modéliser la volonté de nos jeunes à s'ouvrir, à regarder avec beaucoup plus de flexibilité le sens que nos vies vont prendre, nos organisations vont prendre, je pense que là, on va moins souffrir. Parce que en fait, ça impacte donc tous les secteurs de la société, aussi bien la politique, l'économie, les entreprises, au niveau personnel, la mondialisation, la digitalisation. Tout en fait fait en sorte que cette mutation, soit on la suit, soit on va souffrir. Souffrir parce que pourquoi? Alors déjà il faut savoir que sur le plan, j'ai envie de dire technique, sur le plan biologique, sur le plan de l'horloge humaine, ce qu'un chercheur, Grossman, avait nommé il y a quelques années, puisqu'il a fait ses recherches là-dessus, depuis le post-industriel, on peut dire qu'on a cru que l'horloge humaine allait à la même vitesse que l'horloge technologique. Et on s'est complètement trompé. Alors en plus, la technologie, elle est exponentielle. Est-ce que nos cerveaux vont être exponentiels? Alors je dirais que là, si on prend les plus grands chercheurs aujourd'hui au niveau du cerveau, et je ne parle pas des neurosciences, je parle bien du cerveau, on sait que le cerveau est illimité. Donc là-dessus, on peut être complètement rassuré. C'est déjà ça. C'est énorme. Par contre, il faut savoir qu'on a un pouvoir immense et que les déterminismes qui nous ont mis dans des carcans peuvent freiner complètement le fonctionnement illimité de notre cerveau. Donc la vraie question de fond, c'est comment moi, puisque mon cerveau est illimité, je peux arriver à me détacher des déterminismes pour être beaucoup plus flexible et arpenter de la manière la plus satisfaisante pour moi dans tous les aspects de ma vie, des zones de confort toujours plus larges. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut moins planifier parce qu'on est dans un monde d'incertitude permanent et que tout est remis en question des fois du jour au lendemain? On le voit des fois au niveau technologique, d'un mois sur l'autre, il y a des grands bouleversements qui se passent et ce qui était valable hier n'est plus valable aujourd'hui, il sera encore moins demain. Donc est-ce qu'il faut peut-être moins planifier et plus être dans le mouvement, suivre, faire de la veille quand même au niveau personnel, au niveau individuel ou au niveau d'entreprise pour s'adapter constamment à cette évolution en fait? Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis qui est très important, sur lesquelles je reviens. Je vais donner à César ce qui est à César, par déontologie et par éthique, et je vais donner une phrase que j'adore, qui a été empruntée à Luc Ferry, et qui dit « La seule certitude que vous pouvez avoir, c'est l'incertitude qui nous caractérise dans la société où on est. » Et quand on a compris qu'on doit être dans l'incertitude, et accepter cette incertitude, on va être capable de se mettre en mouvement, peu importe où on est, et accepter, j'ai envie de dire, la nouveauté, ce qu'on n'a pas encore vu, ce qu'on ne connaît pas encore, mais peut-être se rattacher d'une manière autant personnelle que philosophique, que stratégique, à des choses qui sont en mouvement et sur lesquelles on n'a pas de repère. D'accord, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau, puisque si on peut plus faire de plan, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Alors tant au niveau peut-être de l'éducation dont tu es une spécialiste, mais aussi au niveau de l'entreprise, puisque je sais que tu as beaucoup travaillé au niveau de l'entreprise. Et voilà, pratiquement, qu'est-ce qu'un individu, une entreprise ou une collectivité ou l'éducation peut mettre en place d'un point de vue vraiment pratique pour s'adapter à ce nouveau changement, à ces changements de paradigme qui sont de toute façon inéluctables? Alors, pour essayer d'être le plus efficace par rapport à cette question qui est quand même très large, j'ai envie d'expliquer une chose qui est transférable, transposable. C'est-à-dire que vous soyez une maman au foyer, que vous soyez une femme ou un homme actif, salarié, ou que vous soyez une personne active pour votre compte dans une entreprise, que vous soyez une TPE, que vous soyez une organisation,
Il y a une chose qu'on a tous, et les systèmes éducatifs qui pour moi sont obsolètes. Il y a quelque chose que je vais vous dire, si on est capable de le mettre en œuvre, qui va tous nous aider. Il faut rappeler une chose qui n'est pas toujours facile à entendre, c'est que la raison d'être d'une véritable société, quelle qu'elle soit, y compris la nôtre, c'est de formater le maximum d'individus. C'est de comprendre à quel point la connaissance de soi va nous permettre réellement d'avoir une lecture sur moi en tant que maman, moi en tant que chef d'entreprise, sur mon management, sur le rapport que j'ai avec les autres, moi dans le système éducatif en tant que professeur des écoles, sur le rapport que j'ai avec des ados ou des ados en devenir qui ne sont plus du tout les élèves comme moi j'étais. C'est d'accepter qui suis-je moi aujourd'hui par rapport à l'être déterminé, l'être formaté qu'on m'a fait croire que je suis. Et c'est aussi, tu disais, tu rencontres beaucoup de gens qui sont en souffrance, que ce soit des chefs d'entreprise, des étudiants, et parce qu'ils sont en souffrance justement parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter. Alors, il y a deux raisons. Il y a le fait effectivement qu'aujourd'hui, quand j'ai en recrutement quelqu'un qui me dit « Vous savez, moi je suis capable de m'adapter », donc très gentiment, de manière assez diplomate, mais très ferme, je lui dis « Et puis après ?» Un enfant de 3 ans aujourd'hui est adapté à une souris. Il n'a pas eu d'enseignant. Il n'a pas eu de transmission de savoir. Donc la capacité d'adaptation dans un monde comme le nôtre, qui est si moderne, si technologique, on n'a pas de mérite. Où ça devient un peu plus complexe, c'est est-ce que moi je suis capable d'être flexible par rapport à des situations, des contextes que je ne connais pas encore? Est-ce que je suis assez curieux intellectuellement pour aller voir l'écart que moi j'ai entre la situation que je suis en train de vivre que je ne connais pas? Et plus il y a un grand écart, et plus je vais souffrir au niveau de mon corps, au niveau de ma biologie, au niveau de mes capacités mentales d'acceptation.